Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. C'est une semaine de rentrée scolaire qui sera au centre de cette émission. Une rentrée scolaire sans mesures sanitaires ou presque. Une rentrée scolaire qui a commencé plus tôt que d'habitude. Une rentrée scolaire marquée par un pacte d'excellence et puis une rentrée scolaire en pleine crise énergétique et aussi avec ses défis habituels. Alors pour décortiquer tout ça, nous aurons deux invités, mais aussi deux journalistes à nos côtés. Karim Fadoul de la RTBF, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et Aurore Pénois de Vivre Ici. Bonjour. Avant tout, on va commencer par un petit reportage. On attaque avec cette visite le lundi de la rentrée, un 29 août, un jour où les enfants ont dû se lever plus tôt. Ce matin, moi, j'étais trop excitée, je me suis réveillée à 6h30. On va faire des sorties, on va travailler et on va faire des bricolages. Un beau programme donc, mais qui commence cette fois le 29 août, 3 jours plus tôt que les années précédentes, conformément au nouveau calendrier scolaire, ce qui ne semble pas avoir eu de conséquences sur l'absentéisme. Chaque année, on constate que beaucoup d'enfants rentrent tardivement des vacances. Et donc, cette année-ci n'est pas différente d'une autre année. Donc, à titre informatif, nous avons plus ou moins 345 élèves sur 404 élèves inscrits de présence ce jour. Au menu de ce pacte d'excellence, on retrouve aussi un nouveau tronc commun jusqu'à la 3e secondaire. Il débute cette rentrée avec les premières et deuxièmes primaires. De gros changements qui entraînent des adaptations de la part des écoles. L'idée, c'est d'avoir un tronc commun pour tous les élèves jusqu'à 15 ans, depuis les maternelles jusqu'à 15 ans, dans lequel on renforce les savoirs de base, on adapte les contenus aux attentes de la société du 21e siècle dans laquelle ces futurs citoyens vont évoluer. Et alors, on retarde en fait le choix de l'orientation entre l'enseignement général de transition et l'enseignement qualifiant. Cette nouvelle année scolaire ne s'achèvera plus le 30 juin comme avant, mais bien le premier vendredi de juillet, soit le 7 juillet 2023, le temps pour certains d'établir un beau programme. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup de bêtises. Voilà, le reportage d'Anaïs Corbin, Loïc Bourlard et Besnik et Niki. Ce changement de rythme scolaire et cette nouvelle étape dans le pacte d'excellence, ce sont finalement deux monstres du Loch Ness qui aboutissent enfin. On en parlait depuis très très longtemps. Quel est votre regard là-dessus? Quelle est votre approche? Effectivement, il va falloir s'habituer à une rentrée scolaire plus tôt et pas au mois de septembre, puisque symboliquement, septembre égale rentrée. Ici, on rentre au mois d'août, donc déjà, il faut s'y habituer. Il faudra également s'habituer à la fin de l'année scolaire qui interviendra au début du mois de juillet, avec tous les décalages que cela va amener au niveau notamment des examens de fin d'année, des délibérations, etc. Mais il y a un exemple, il y a d'autres exemples en Europe, et souvent on regarde vers la France. La France a déjà adopté ce rythme scolaire-là depuis très longtemps. Ça semble fonctionner. Ici, forcément, c'est nouveau, donc il va falloir s'habituer et il va falloir laisser du temps à tous, parents, enfants, enseignants, avant de pouvoir vraiment, s'accrocher à ce rythme-là. A priori, c'est une bonne chose ou pas? Je pense que c'est une bonne chose d'avoir enfin décidé finalement de penser plus aux enfants qu'au rythme qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Je pense aussi que ça met un petit peu de temps parce que personne n'aime vraiment le changement et c'est quand même un fameux changement pour les familles, même pour la société au sens large. Il faut avoir réorganisé même tout ce qui est transport scolaire. On le disait, ça va se finir en juillet. J'espère que la STIP pensera que finalement les transports en commun jusqu'au 7 juillet à horaire plein, pour parler de good move après et faire la transition, ce serait bien d'y penser déjà maintenant. Donc non, je pense que c'est une très bonne chose et que dans 2-3 ans, en fait, ça semblera tellement naturel qu'on aura plus de débat. Voilà, des regards plutôt optimistes sur les choses. Il y a des questionnements, mais en tous les cas, voilà, on est dans la rentrée. On va les observer, on va l'observer cette rentrée, on va voir comment ça se passe. Et puis on va en parler avec nos deux invités qui sont Faouzia Hari, chefine à la ville de Bruxelles, qui est en charge des écoles, et Étienne Michel, qui est directeur du CEGEC, donc, c'est-à-dire le réseau de l'enseignement catholique. On les reçoit. Et voilà qui arrive. Venez, prenez place, installez-vous. Alors, cette rentrée plus tôt que d'habitude, comment est-ce que ça s'est passé, Madame Ariche? Alors, ça s'est très très bien passé. On a constaté qu'on avait plus de présents que d'habitude. Plutôt positif. Oui, très 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 positif. Et puis, les enfants étaient extrêmement contents et excités de reprendre une année normale, puisque les années précédentes ont quand même été un petit peu plus compliquées. Donc, que du positif. Vraiment, un peu comme on a vu dans le reportage que vous avez passé. Donc, les réactions des enfants étaient très, très positives. Ils étaient très contents de se retrouver.
Dans les écoles catholiques, pas d'absentéisme record? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Madame Ariche. C'était une bonne rentrée. Tout le monde avait bien anticipé le changement de date. C'était le cas des écoles, c'était le cas des directions, des enseignants et bien sûr des parents. Donc. Pour préparer cette rentrée, on a dû changer beaucoup de choses ou finalement c'était juste quelques jours plus tôt? C'est-à-dire qu'il y a eu quelques changements d'organisation. C'est surtout en cours d'année qu'il y aura des changements. En effet aussi à la fin de l'année scolaire qu'il y aura des changements. Mais oui. Voilà, tout ça se passe, me semble-t-il, plutôt dans un bon climat. Oui, parce que comme vous le dites, hein, le nouveau calendrier, ce n'est pas que la rentrée, c'est un rythme global. Alors on rappelle, c'est globalement 7 semaines de cours, puis 2 semaines de pause. On va avoir une petite infographie qui montre les choses. Donc on a ces 4 semaines, donc le début de l'année c'était le 29 août, 4 semaines, 4 périodes de vacances qui durent chaque fois 2 semaines, et puis on terminera l'année le 7 juillet. Est-ce que pour la fin de l'année, ça va être plus compliqué? En ce qui concerne les écoles de la ville, je ne pense pas que ça sera plus compliqué. C'est une question d'organisation, comme ça a été dit. Nous avons évidemment anticipé. Et moi, je me réjouis vraiment de ce qu'on ait revu les rythmes scolaires. C'est un dossier dont on parle depuis plus de 20 ans. En tout cas, depuis que je suis échevine, plus de 20 ans, on en parle. Je suis ravie qu'enfin on y soit, parce que ça correspond à un meilleur rythme des enfants et puis aussi des enseignants. Il faut savoir qu'à l'approche de chaque vacances, on constate qu'il y a un état de fatigue qui se fait sentir. Et donc, pour pouvoir réellement récupérer, avoir 2 semaines où on peut prendre une pause et où on peut se ressourcer, je pense que ce sera très, très positif, tant pour les enfants et les adolescents, bien sûr, que pour le corps enseignant. Pour les enseignants, vous avez cet écho-là aussi? Je pense. Les expériences qu'on a eues pendant la période du Covid, oui. Où à certains moments on a dû prolonger des vacances en cours d'année, ça a été plutôt une bonne expérience et les enseignants sont revenus à l'école en disant tiens, mais cette fois-ci on est un peu mieux reposé que d'habitude. Donc moi je pense que tout ça va bien se passer. Et dans l'enseignement, il y a un maître mot, c'est l'anticipation. Ici, ces réformes, me semble-t-il, ont été bien anticipées, bien préparées. Chacun sait à quoi s'attendre. Vous venez encore de rappeler les calendriers de vacances scolaires. Donc, je pense qu'il faut être optimiste sur la manière dont ça va se faire. Karim Fadoul. Oui, enfin, on se rend quand même bien compte que c'est peut-être très certainement une très bonne chose pour les élèves et pour les enseignants, mais ce nouveau rythme scolaire n'épouse pas forcément le rythme professionnel classique. Je veux dire, les élèves auront des périodes de congé de 2 semaines et plus d'1 semaine. Pour des parents qui ne sont pas dans l'enseignement, ils ne vont pas pouvoir nécessairement avoir congé en même temps que leurs enfants. C'était peut-être déjà le cas aujourd'hui, ça le sera peut-être encore moins demain, ça on s'en rend bien compte malgré tout. Oui, alors ça n'a jamais été le cas, puisqu'au fond, les congés restent plus ou moins les mêmes, enfin le nombre de jours de congés reste plus ou moins les mêmes, et peu de parents ont autant de congés que leurs enfants. Donc c'est aussi une question d'organisation. En ce qui concerne la ville de Bruxelles, le service jeunesse prendra le relais, comme il l'a toujours fait jusque maintenant. Et donc on anticipe aussi l'organisation de l'accueil des enfants dont les 2 parents travaillent ou qui le désirent tout simplement pour pouvoir les accueillir pendant les périodes de congés. J'ai envie de vous dire par rapport à cette question de rythme scolaire qu'on pourrait sans doute même aller plus loin. C'est la révision des horaires. Parce qu'on sait que les adolescents ont un sommeil qui est un peu différent et un peu perturbé. Et donc, on pourrait... Non, pas du tout. C'est vraiment lié à un rythme biologique. Donc, ça n'est absolument pas du fait d'aller dormir tard éventuellement. Et donc, on pourrait même aller plus loin, mais il faut aussi évidemment l'organiser. Oui, commencer la journée un petit peu plus tard, ce qui nécessitera aussi évidemment une adaptation de la part des enseignants. Mais bon, voilà, on a, je pense, fait un pas positif et je me félicite de ce que Caroline désire les réaliser. On en parle depuis longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure. On pourrait peut-être aller plus loin, mais une chose à la fois et je pense qu'on y arrivera. Vous avez déjà des échos des parents, des inquiétudes pour les vacances, des demandes de garderie ou ce genre de choses? Mais, écoutez, ce qu'on sait, c'est que, en effet, les vacances des parents et les vacances des enfants ne s'accordent pas et il y a longtemps que c'est comme ça, donc il y aura des ajustements à avoir au niveau des familles. Moi, je suis assez serein, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 3 points d'attention dans cette réforme. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de réforme du même genre en Flandre.
Oui. Donc les familles qui sont partagées entre les deux côtés de la frontière linguistique peuvent être parfois en difficulté. Alors je ne dis pas que c'est un très très grand nombre de personnes, mais il y en a notamment à Bruxelles et dans la région bruxelloise. Un deuxième point d'attention, c'est que dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas eu d'adaptation des rythmes. Et donc là, à mon avis, il y a un débat qui va devoir continuer à se mener. Il a été entamé au niveau de la RES, c'est le lieu de coordination de l'enseignement supérieur. Et puis le troisième point, c'est l'articulation avec les mouvements de jeunesse. Alors de nouveau, l'anticipation est une grande vertu, une grande chance, mais la difficulté pour les mouvements de jeunesse, c'est de trouver en été suffisamment d'endroits de camp. Et là, il y a un point un peu compliqué, mais je dirais, ce n'est pas pour moi de nature à remettre en cause la pertinence de la réforme. Oui, mais il y a quand même une difficulté aussi entre cette asymétrie avec l'enseignement supérieur, c'est qu'on n'aura plus trop les étudiants pour faire les stages pendant les petites vacances. Et on entendait sur notre antenne la ministre Glactini qui n'avait pas l'air d'avoir fort envie de presser le supérieur à s'adapter à l'école obligatoire. Donc ça reste un débat. Personne n'aime jamais s'ajuster à quelqu'un d'autre ou aux autres. Eh bien, on va en parler. Mais il y aura un débat dans le supérieur, j'en suis certain. Ça, c'est certain. On n'y échappera pas. Peut-être juste ajouter un élément qui est, lui, d'ordre pédagogique. Les enseignants ont souvent dit que les tout jeunes enfants ou les primo-arrivants qui coupent pendant 2 mois en été ont tendance à régresser. Oui. Donc, là aussi, c'est un élément important dont il faut tenir compte. Donc, si on veut que les enfants ne perdent pas les acquis qu'ils ont pu acquérir, il était aussi important d'en tenir compte et de raccourcir un petit peu les grandes vacances. Alors, on parlait de cette asymétrie, effectivement, avec le supérieur, mais il y a cette asymétrie avec la Flandre. On sait que ça pose problème pour les parents qui ont des enfants qui sont à la fois dans les écoles francophones et à la fois dans les écoles néerlandophones. Et puis, ça pose problème aussi pour les écoles francophones des communes à facilité qui... ce sont des écoles francophones, mais elles suivent le calendrier scolaire néerlandophone, flamand. Je vous propose de regarder ce reportage. Famille recomposée avec sur 6 enfants, 2 en région flamande et 4 en région francophone. Alors pour ma part, 2 enfants, Victor qui est ici à Diabolo et Émilie à Mater-Dei, donc 2 communautés différentes. Pareil, 2 communautés différentes. C'est déjà la 2e rentrée des classes pour ses parents. Dans cette commune à facilité, on suit le programme francophone, mais le calendrier flamand. Je trouve ça aberrant dans un si petit pays, avec une frontière linguistique qui est... avec des enfants qui sont dans les 2 systèmes. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à s'entendre et arriver à des décisions communes. Et c'est de nouveau les citoyens qui sont impactés. Séverine a pris une décision pour l'année prochaine. Et si d'autres parents la suivent, il y aura de moins en moins d'inscrits dans les 8 écoles francophones de la périphérie flamande. On changera Adrien, donc il rentrera l'année prochaine en 5e primaire. Il ira faire son dernier cycle dans l'enseignement francophone. Le personnel aussi est impacté. Le mari de Madame Stéphanie enseigne du côté francophone. Le nouveau calendrier va déstabiliser l'équilibre familial. On va apprendre à passer certaines vacances l'un sans l'autre. Il a déjà ses petits projets de vacances, donc oui, on va un petit peu s'éloigner, c'est bien dommage. 2 communautés, 2 calendriers. Pour certains parents, ce surréalisme à la belge ne peut plus durer. Il faut dépasser ces modèles de réseau, de langue et de rassembler les enfants. Donc oui, j'appelle à prendre cet élément comme une opportunité pour repenser l'école. Voilà, Ben Waits, le ministre flamand de l'enseignement, a bien expliqué que ce n'était pas sa priorité de revoir ce calendrier. Donc ça va peut-être se faire, mais pas dans l'immédiat. Karim Fadoul. Oui, la Flandre avait dit déjà dès le début, nous on ne va pas changer, on ne va pas modifier le calendrier scolaire. À la ville de Bruxelles, il y a aussi un enseignement néerlandophone. Enfin, vous vous occupez de l'enseignement francophone, des écoles francophones. Il y a également des écoles néerlandophones gérées par votre collègue Hans Persons. Là, quel rythme on suit? Le rythme flamand ou le rythme francophone? Le pouvoir organisateur a quand même des obligations, notamment en termes de respect du calendrier scolaire de la communauté à laquelle il est inscrit. Donc les écoles néerlandophones de la ville de Bruxelles oui, en effet, donc suivront le calendrier bien sûr, donc ils ont démarré le 1er septembre. Est-ce que ça pose pas un problème, justement, parce qu'on a des enseignants qui dépendent d'une même institution, mais qui
qui ne suivent pas le même rythme scolaire. Mais le statut des enseignants francophones et néerlandophones n'a jamais été totalement identique et donc ici on aura une disparité de plus. Je regrette évidemment que nos collègues néerlandophones n'aient pas décidé d'emboîter le pas et au fond de faire quelque chose qui est tout à fait sensé et qui correspond à un mieux-être tant personnel que pédagogique, tant des élèves que des enseignants. Mais bon, voilà, ça n'est pas la première... Pourquoi, selon vous, la Flandre ne veut pas suivre? Ah ben, il faut le demander au ministre. Est-ce qu'on n'accentue pas encore finalement cette division? On l'a vu notamment sur les sites des écoles catholiques. Souvent, il y a une école catholique francophone et une école néerlandophone qui sont côte à côte. Ils partagent parfois la cour ou des morceaux de cour ensemble. Mais les choses, on l'a regretté souvent, sont souvent cloisonnées. Ici, c'est encore plus, on va encore plus vers une division, non? Voilà, c'est le reflet du système institutionnel belge. Je pense que ça n'est pas l'heure de regretter qu'on ait défédéralisé l'enseignement. C'est fait depuis 1988. Oui, il faut accepter que les communautés sont compétentes pour ce genre de décision. Et voilà. Aurore Pénois? J'allais dire oui, je vous m'ôtez les mots de la bouche. Mais peut-être qu'à l'usage, j'ai beaucoup d'espoir qu'à l'usage, il y aura de l'ambition du côté néerlandophone et de l'audace pour peut-être s'aligner sur le côté francophone. Ouais. On verra, on va voir. Négociation avec le supérieur, négociation avec le côté néerlandophone. Ça, c'est pour la suite. Alors, l'autre élément de la rentrée scolaire, c'est l'application du pacte d'excellence. C'est un pacte qui s'applique progressivement de rentrée en rentrée. Cette fois-ci, c'est pour les premières et deuxièmes primaires. C'est une réforme des apprentissages, je rappelle rapidement, qui prévoit un tronc commun plus long, jusqu'à la 3e secondaire, des maternelles à 3e secondaire, avec des matières plus diversifiées, un peu plus aussi de culture, de choses manuelles, pour que les élèves puissent faire leur choix en connaissance de cause par rapport à leurs options ou même de la filière d'enseignement qu'ils vont suivre. Comment est-ce que c'est vécu dans les écoles, cette rentrée, cette arrivée de la nouvelle phase du tronc commun? Fawzia Arish. Alors, ça n'est absolument pas une surprise. Ça a été annoncé depuis maintenant, on passe à l'acte. De longues années. Et en ce qui concerne la ville de Bruxelles, il y a toujours eu des contacts entre les écoles maternelles et les écoles primaires et les écoles secondaires. Ça a été rendu un petit peu plus difficile parce que au niveau du secondaire, il y a un décret d'inscription qui ne permet pas à une école de s'adosser à une autre. Mais disons que de manière générale, la communication fonctionne entre les écoles et je pense que ce tronc commun va renforcer cet élément-là et il y aura une véritable continuité dans les apprentissages. Et par ailleurs, le fait d'avoir des activités artistiques et des activités manuelles, comme vous l'avez soulevé, est une très très bonne chose et ça permettra évidemment aux enfants de briller dans l'une ou l'autre discipline et qui sait peut-être même avoir envie de faire carrière dans ces domaines-là. Quel avantage et quel inconvénient de ce système de tronc commun? Oui. Peut-être qu'il faudrait d'abord rappeler que ce tronc commun entre en vigueur de manière progressive. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est la 3e maternelle et les 2 premières primaires qui sont concernées par le début de la réforme. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réécrit les référentiels de compétences, de manière interréseau, puis on a réécrit les programmes. Il y a eu tout un processus de formation des enseignants de manière de nouveau anticipative pour qu'ils puissent se familiariser avec ces nouveaux programmes avant la rentrée. Et une nouveauté, c'est que maintenant, donc dans les années concernées, il y aura le début de développement de ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que pendant certaines périodes par semaine, il y aura 2 enseignants par classe pour pouvoir développer des politiques de remédiation, d'accompagnement, de consolidation des apprentissages. Donc ça va bien se passer, notamment parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui avaient déjà développé des projets de ce type-là dans d'autres contextes. Voilà. Donc on espère au bout du processus que ça contribuera à atteindre mieux un certain nombre d'objectifs du pacte d'excellence, notamment bien sûr la maîtrise par le plus grand nombre des apprentissages de base. Il y a un élément qui vous fait un peu peur, sur lequel il faut être attentif? Non, pour moi le plus important c'est de ne pas dissocier les 2 grands piliers du pacte d'excellence. On vient de parler du tronc commun, il y a aussi une autre réforme majeure qui est ce qu'on appelle la réforme de la gouvernance. On a développé un processus de responsabilisation des écoles, des équipes éducatives et bientôt des membres du personnel eux-mêmes dans le cadre de ce qu'on a appelé les plans de pilotage. Donc chaque école s'est dotée d'un plan de pilotage
chaque école a développé un travail collaboratif entre les enseignants pour construire ces plans de pilotage, et maintenant il faut le mettre en œuvre. Et la dernière étape de ce processus, c'est des processus d'évaluation formative, essentiellement formative des enseignants et des membres du personnel. Il y a des petites inquiétudes de la part de certains par rapport à ces évaluations. Très sincèrement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, mais par contre, il est vrai que la période Covid que nous avons traversée a un peu mis en difficulté les équipes pour la confection de ces plans de pilotage. La ministre a consenti à laisser un peu de temps supplémentaire et donc les équipes s'en réjouissent. Et je pense qu'on voit trop souvent le métier d'enseignant comme un métier solitaire. Or, pour pouvoir aboutir à une amélioration du résultat des élèves de manière générale, il faut que les enseignants se parlent, il faut qu'ils détectent aussi les éléments ou les parties dans lesquelles ils sont plus faibles ou plus forts et qu'ils puissent évidemment y travailler ensemble. Donc je pense que c'est une gouvernance qui sera certainement meilleure et qui portera ses fruits. Très bien. Un élément sur ce pack d'excellence encore? Non. Alors, on enchaîne avec la rubrique « Ça m'énerve, ça me ravit ». Je vais vous soumettre 5 phrases. Chacun, vous devrez en choisir une, soit qui vous énerve, soit qui vous ravit, et qui sont liées à l'actualité de la semaine. Alors, la première, c'est une soirée débat est organisée la semaine prochaine à Schaerbeek autour du buste de Roger Nols. Ensuite, il y a une action syndicale symbolique qui est annoncé pour le 27 septembre dans l'enseignement. Le transport scolaire est en difficulté, faute de chauffeurs, on en a parlé aussi. Il y a cette interview de Raja Mawan dans un manuel scolaire. Et puis, faute de permis, il y a un bâtiment scolaire jeudi qui a été interdit d'accès sur décision du bourgmestre d'Etterbeek. Et donc, les cours ont lieu dans le parc. Qu'est-ce que vous choisissez ? Qu'est-ce qui dégaine en premier? Fawzi Harish? Moi, je veux bien dégainer en premier, mais c'est-à-dire que vous n'avez cité que des sujets par rapport auxquels je ne peux pas ne pas m'énerver. Eh bien, énervez-vous alors. Alors, je vais prendre Raja Mawan et donc son interview dans un manuel scolaire. Très sincèrement, les explications qu'elle a fournies sont pour moi extrêmement préoccupantes parce que soit elle ne sait pas que dans l'enseignement, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est la neutralité. Et je pense que c'est grave. Soit elle le sait et elle se cache derrière la responsabilité de l'éditeur, et je trouve ça grave aussi. Et par ailleurs, j'ai trouvé que dans les explications qu'elle a fournies, se poser comme un exemple pour la jeunesse de manière générale est quand même un manque d'humilité incroyable. Donc, ça m'énerve. Oui, et quand elle dit « mais je ne savais pas s'il n'y avait pas d'autres politiques qui étaient interviewées aussi », s'il y avait eu d'autres politiques dans ce manuel, d'autres partis évidemment, est-ce que ça vous aurait posé problème? Il y a une charte qui est claire et qui dit bien qu'on ne fait pas rentrer la politique dans les écoles. On peut évidemment organiser des débats et des débats contradictoires et pluralistes, dire qu'elle ne savait pas et rejeter surtout sur l'éditeur qui a effectivement fauté. Oui, il a effectivement fauté et il l'a reconnu. Mais voilà, moi, ces explications ne me convainquent pas et donc ça m'énerve. Une réaction par rapport à ça? Mais ça fait beaucoup polémique, et à juste titre forcément, puisqu'on parle ici d'un manuel scolaire. Ce n'est pas la présence d'une personnalité politique dans un établissement scolaire, ou lors d'un débat, ou lors d'une soirée, ou d'une inauguration, c'est etc. Dans un référentiel. C'est dans un document, un manuel scolaire qui va servir tout au long de l'année, et qui n'est pas édité à 2 exemplaires, qui est édité à plusieurs centaines, milliers d'exemplaires. Voilà, la ministre a annoncé qu'une enquête serait menée pour voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. L'éditeur a quand même annoncé qu'il referait une édition en retirant évidemment ce chapitre. Oui. Donc moi, ce qui m'énerve, c'est le transport scolaire en difficulté. Oui. Ça m'énerve particulièrement parce que cette question revient au devant de la scène aujourd'hui, alors que cette question est lancinante depuis de nombreuses années et qu'elle touche en particulier des élèves qui viennent de l'enseignement spécialisé. Donc ça, c'est le plus problématique. Alors, ce qui ne me ravit pas du tout, mais qui m'intrigue, c'est la soirée débat autour du buste de Nols. Vous choisissez 2 phrases, c'est très bien. Juste pour terminer, voilà. Alors sur le transport scolaire, ici c'est la COCOF qui doit prendre des mesures pour répondre à ça. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Qu'est-ce que vous attendez?
Écoutez, le transport scolaire est une politique régionale. Donc il y a des problèmes qui se posent en Wallonie, d'autres qui se posent à Bruxelles. Ici, on est à Bruxelles. J'avoue que je ne comprends pas comment, après tant d'années, ces questions ne sont pas encore réglées. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il manque de chauffeurs, il y a une pénurie de chauffeurs qualifiés parce qu'il faut un permis spécial, etc., etc. Bon, moi je suis d'accord de tout entendre, mais il n'en reste pas moins qu'il y a parfois des élèves qui passent 2 heures, 3 heures, dans les cas les plus graves, 4 heures en déplacement par jour pour arriver à leur école. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, puisque vous évoquez une troisième phrase, on va quand même aller dessus. C'est cette soirée débat qui a lieu la semaine prochaine à Schaerbeek sur la question du buste de Roger Nols, qui est un ancien bourgmestre. Karim Fadoul, peut-être sur cet élément-là, oui, je ne sais pas si... que j'ai déjà rencontré, interviewé Roger Nols avant son décès d'ailleurs. Mais cette soirée débat, en fait, est le prolongement d'une étude qui a été commandée auprès de professeurs pour essayer de déterminer s'il fallait ou non déboulonner le buste de Roger Nols qui se trouve au premier étage de la maison communale, hein, près de la salle du collège. Parce que voilà, Roger Nols a marqué l'histoire de la commune de Schaerbeek plutôt négativement tout au long de son mandat de bourgmestre, parce qu'effectivement, il a eu des attitudes populistes, xénophobes. On rappelle qu'en 1984, il a accueilli Jean-Marie Le Pen à Schaerbeek, il a tenu des propos à caractère raciste, de manière évidente et répétée. Ce débat-là, il n'est pas là pour faire la géographie de Roger Nols, mais plutôt de venir avec des éléments historiques qui seront apportés par ces experts afin Parce qu'il y a une étude de Bruxelles Sud. Exactement, afin de voir s'il ne faut pas peut-être mettre un panneau explicatif pour contextualiser la même réflexion que l'on a pour le colonialisme. Exactement, la même réflexion que l'on a pour le colonialisme, avec une particularité aussi à Schaerbeek, c'est qu'au premier étage, vous avez non seulement le buste de Roger Nols, mais vous avez aussi une statue de Léopold II. Oui. C'est vrai qu'il y a un nouveau. Et comme on vote en 2024 aux élections communales, c'est pas mal que cette réflexion avance pour l'instant. Et donc on commence par Léopold II, on continue par Roger Nols, et où est-ce qu'on s'arrête? Mais la question doit être posée de toute manière, puisqu'aujourd'hui on ne regarde plus les événements de l'époque comme aujourd'hui. C'est intéressant de se dire que M. Nols a été, je ne le défends pas dans sa politique, mais qu'il a été élu démocratiquement. Donc il y a une sorte d'intérêt de se dire, mais au fond, une personne qui développe des thèses que vous avez rappelées a été élue démocratiquement. C'est pas mauvais de se rappeler ça. Il n'a non plus jamais été condamné, même si à l'époque les règles n'étaient pas les mêmes et les plaintes pour propos racistes ou antisémites n'étaient pas, pas la même. Monsieur Nols nous dit quelque chose de nous-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Puis donc, voilà. On verra la semaine prochaine ce qu'il en est de cette soirée, ce que ça a donné. C'est assez interpellant parce que c'est assez atypique. On va passer à un autre grand défi de cette rentrée scolaire, c'est l'argent. Le nerf de la guerre. On en parle chaque année. Il n'y a pas grand-chose de neuf, vous me direz. Mais cette fois-ci, en plus de tout, il y a la crise énergétique qui s'ajoute, l'augmentation du prix des matériaux, l'inflation qui passe par là. Donc tout ça nous fait un petit cocktail qui fait assez mal au portefeuille. Alors on va regarder quelques images. À la ville de Bruxelles, lundi, on a distribué des kits d'une valeur d'environ 100 € à chaque enfant, chaque écolier. C'était dans les écoles fondamentales. Alors notre équipe, Camille Tanquin, Yannick Van Gelsbeek, ont recueilli quelques réactions, on les écoute. Une crouche, des cahiers, des marqueurs, une latte, des couilles. Qu'est-ce que tu aimes bien dedans? Tout. Magnifique, les enfants ils sont heureux et tout le monde est content, les parents. Ça fait du bien au portefeuille déjà, pour les parents aussi, c'est agréable. Ça fait un plus quand même avec la situation qu'on vit maintenant. Alors Faouzia Arish, combien de kits, combien d'élèves concernés et puis qu'est-ce que ça coûte à la ville? Alors, combien de kits? C'est à peu près 8250 kits. Ce sont les enfants du primaire, puisque pour le maternel, nous recevons des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la gratuité est garantie. Ça a coûté 500 000 € à la ville de Bruxelles. Les kits valent plus ou moins 100 à 110 € quand on les achète soi. Évidemment, la ville a pu bénéficier d'un prix puisque nous avons fait un achat groupé. Donc,
Et ceci vient en fait compléter toute une série d'autres dispositifs qui ont été mis en place précédemment. Donc il y a des activités parascolaires qui sont organisées dans les écoles dont l'indice socio-économique est le plus faible. Il y a de la logopédie qui est organisée aussi pour les enfants qui en ont besoin et dont on a détecté une difficulté. Les élèves de 4e secondaire reçoivent un portable. Un ordinateur. Oui, c'est ça, un ordinateur portable qu'ils utilisent évidemment en classe et chez eux pour pallier les disparités entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. On sait qu'il y a des familles qui sont plus nanties que d'autres. Il y a également 20 écoles qui vont bénéficier de repas gratuits en maternelle et en première et deuxième primaire. Et tout ceci, évidemment, participe de l'enjeu de rendre l'école réellement démocratique. Et c'est un fameux budget quand même. Oui, c'est un fameux budget. C'est un choix politique que la ville de Bruxelles a fait. Et je me réjouis de ce que j'ai eu chaque fois le soutien de mon bourgmestre et du collège de manière générale. C'est quelque chose qui était inscrit dans notre accord de majorité pour cette législature. Et donc, chaque année, il y a un dispositif supplémentaire qui est mis en place pour atteindre une véritable gratuité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'école a tout de même un coût. Et ceci vient s'inscrire dans un cadre économique et social qui est extrêmement difficile. Vous avez parlé du coût de l'énergie qui a fameusement augmenté. Il y a des familles qui sont vraiment en très très grande difficulté et qui doivent choisir entre chauffer ou manger. Donc ça, c'est évidemment insupportable. Et dans ce cadre-là, si je peux me permettre, le CPAS de la ville de Bruxelles a entamé il y a déjà quelques mois et il va remettre cet élément en avant dans les semaines qui viennent. Il vient en aide aux populations qui sont les plus en difficulté et qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie. Étienne Michel, est-ce que dans l'enseignement catholique, c'est possible ce genre de démarche? Ça se fait? En tout cas, ce que je vois dans ce débat, tout d'abord, c'est que la Ligue des familles a republié son enquête habituelle, que cette enquête a montré, grosso modo, certaines permanences dans un certain nombre de questions. Si je synthétise, grosso modo, l'accessibilité des écoles et de la scolarité est assez bien assurée partout, mais il y a un point d'attention sur les voyages scolaires. Donc, quand on regarde les enquêtes de la Ligue, s'il y a un poste qui mérite quand même d'être un peu regardé de plus près, c'est les voyages scolaires dans certaines écoles, quel que soit le réseau. Il y a des voyages scolaires 500 beaucoup plus chers qu'ailleurs, et je ne suis pas sûr que ça soit complètement justifiable. Alors, cette enquête a aussi montré un certain nombre d'évolutions dans le débat, notamment, bien sûr, à la faveur de la crise Covid et du fait qu'un certain nombre de familles ont répondu à cette crise en adaptant leur matériel informatique. Donc, il y a une série de familles qui ont acheté des PC, etc., et qui ont peut-être acheté des PC, si j'ose dire, un peu tôt, parce que la communauté française, enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles a maintenant mis un dispositif qui permet d'alléger la facture des familles, surtout dans l'enseignement secondaire, pour accéder à des PC. Donc là, il y a eu un peu un décalage entre ce qu'ont fait les familles et ce que le législateur a été capable d'apporter comme réponse sur le plan législatif. Alors, Madame Arish parle de choix politiques, etc. J'entends que Madame Arish évoque la mise à disposition des élèves de l'enseignement communal de toute une série d'avantages. Au fond, la question politique, elle est assez simple, mais au fond, est-ce qu'il est justifiable que des communes financent avec des impôts payés par tous un certain nombre d'avantages qui ne bénéficient qu'aux écoles, qu'aux élèves qui fréquentent les écoles organisées par la commune? Ça, c'est un point de débat politique. Nous avons tendance à penser que l'ensemble des citoyens qui payent leurs impôts, y compris à l'échelle des communes, devraient pouvoir bénéficier de ce type d'avantages. Voilà, ça c'est le grand débat sur les réseaux. C'est un bon débat sur l'utilisation de l'impôt. Hein. Qu'est-ce qui est justifiable avec l'utilisation de l'impôt? C'est une tradition plutôt laïque, donc ça ferait que ça serait un peu contradictoire d'aller financer l'enseignement catholique. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que les élèves qui sont dans l'enseignement géré par la ville de Bruxelles qui bénéficient de ces kits scolaires, pas les élèves qui se trouvent dans les écoles catholiques situées sur le territoire de la ville de Bruxelles. Alors, on a évidemment une législation qui est claire par rapport à ces éléments-là.
Mais vous comprenez l'argument de M. Michel? Non, pas tellement, parce que je pense que ces écoles... Vous comprenez la question, moi, je ne dis pas le contraire. La question, certainement, la réponse pas, parce que je pense qu'en tant que service public, on peut aussi faire des choix qui sont particuliers, et notamment celui d'assurer quelque chose qui est fondamentalement démocratique, c'est-à-dire l'accessibilité à toutes les écoles publiques, à toutes les écoles en fonction évidemment du choix pédagogique. Et pour pouvoir permettre cette accessibilité de manière à ce qu'elle soit effective, il faut évidemment aussi travailler sur le coût. Et donc, c'est l'objectif que nous nous assignons. Et j'ai peut-être oublié aussi Ce que vous voulez de dire, c'est que ça citer... coûte plus cher de mettre ses enfants dans une école catholique, par exemple? C'est ça que vous sous-entendez, pardon? Non, pas du tout. Je ne sous-entends absolument pas que ça coûte plus cher. Je pense qu'à partir du moment où on laisse le choix des parents pour un projet pédagogique, on doit aussi s'assurer que l'aspect financier ne soit pas un frein et qu'on ne choisisse pas une école en fonction du coût qu'elle a. Et donc, c'est l'objectif que nous poursuivons et c'est ça qui nous a amené à dire que tous les enfants du maternel financé par la Fédération et du primaire financé par la ville de Bruxelles doivent avoir un matériel de qualité parce que ce n'est pas le tout de donner des listes aux parents. Après, il faut évidemment que le matériel acquis soit un matériel de qualité qui dure et c'est le choix que nous avons fait. J'ai oublié de citer aussi la natation qui est devenue gratuite et c'est un élément... Tout le listing de tout ce qui est en cours, mais par exemple, est-ce que dans le réseau catholique, on pourrait imaginer la suppression de certains frais qui existent, par exemple, surveillance des repas tartines à midi, souvent c'est payant en plus. Ça figure dans les avantages sociaux et ils reçoivent des... subventions de la ville de Bruxelles en ce qui concerne les écoles du libre, pas seulement catholiques, donc confessionnelles et non confessionnelles. Ils reçoivent donc des avantages sociaux pour ce faire. Ce que dit Mme Mariche est vraisemblablement correct pour ce qui concerne les écoles situées sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et ce que vous dites vaut de manière générale, à savoir que la garderie des enfants sur le temps de midi, ce n'est pas du temps scolaire et donc ce n'est pas du temps qui est pris en charge par les subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ou bien les communes interviennent, ce qui est le cas à Bruxelles, ou bien elles n'interviennent pas. Et quand elles n'interviennent pas, alors il n'y a pas d'autre solution que de demander une contribution de la part des parents. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas moyen de leur offrir la gratuité sur ces éléments. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que les budgets des pouvoirs organisateurs sont extrêmement serrés en raison de la manière dont sont calculées les subventions de fonctionnement. On ne va pas rentrer dans un grand débat là-dessus, mais dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la toute grosse part du budget est réservée à l'encadrement, et il y a une toute petite part de l'ordre de 10 à 15% à la fois pour les subventions de fonctionnement et pour le financement des bâtiments scolaires. Et donc cette part, par rapport à d'autres pays, est beaucoup plus restreinte en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'ailleurs, et c'est comme ça que en effet, aujourd'hui, l'accès à l'enseignement est gratuit, mais la gratuité ne peut pas, dans les faits, être garantie totalement. Voilà. Justement, dans votre réseau pour les écoles à Bruxelles, avec l'augmentation des prix en ce moment, est-ce que vous avez déjà mis en place des plans de sobriété? Est-ce que vous y pensez? Et quelles sont éventuellement les mesures qui sont ou vont être proposées dans les prochaines semaines? Oui, bon, je dirais, nous ne sommes pas directement pouvoir organisateur des écoles. Il est évident que pour le moment, tout le monde regarde un petit peu quelles seront les recommandations qui seront faites par les autorités publiques. Bon, qu'est-ce que je vois dans ce débat-là? Tout d'abord, il y a bien sûr une explosion des prix de l'énergie, tout le monde le sait. La part des dépenses énergétiques dans les budgets des écoles représente une part importante du budget de l'école. Pourquoi? Parce que les traitements sont pris en charge par ailleurs. Donc dans le budget de l'école, c'est important. Alors, on verra heureusement que les subventions de fonctionnement seront indexées. Donc ça, c'est pour les écoles comme pour les ménages. Il y a une indexation de l'essentiel des recettes. Donc ça va prendre en charge une partie des surcoûts, mais pas l'entièreté. Nous avons développé dans l'enseignement catholique, comme vous probablement aussi, une politique de centrale d'achat. Donc les contrats, notamment de gaz et d'électricité,
ont été négociés avec un certain soin, et donc la répercussion d'augmentation des prix de l'énergie sur les budgets des écoles n'est pas totale, n'est pas le reflet. C'est plutôt des contrats fixes que vous avez. Il y a des contrats fixes, mais bon, qui arrivent aussi à échéance, qu'on a dû renégocier, donc etc. il y a un petit délai. Mais il y a un délai, et on arrive à faire ça dans des conditions, comment dirais-je, beaucoup plus raisonnables pour les écoles qui sont dans le système de la centrale de marché que dans les autres, mais il y en a d'autres, etc. Bon. Et puis on verra si des mesures additionnelles sont envisageables. Voilà. Il y avait dans la presse cette semaine des interviews, notamment de directrices qui disaient qu'elles craignent de devoir, puisqu'il faudra quand même bien payer ses factures, renoncer à d'autres choses plus pédagogiques ou plus des voyages, des activités, à cause de cette augmentation des tarifs. C'est une crainte que vous avez, l'un et l'autre? En ce qui me concerne, non, parce que d'abord, on a mis en place un plan il y a déjà plus de 10 ans d'économie d'énergie, donc où on a installé du double, voire du triple vitrage, on a isolé, on a construit des écoles avec évidemment les normes actuelles d'isolation, ce qui nous a permis en 10 ans de faire 38% d'économie de consommation d'énergie, alors qu'on a des écoles, enfin des implantations supplémentaires. Et donc je pense qu'évidemment il faut s'inscrire dans une logique comme celle-là, et que quand on démarre quelque chose, surtout dans un secteur comme celui-là, on peut espérer en tirer les fruits, mais après plusieurs années de gros investissements. Il me semble qu'on est dans le bon, et par ailleurs, comme l'a dit M. Michel, nous avons pour le moment une protection puisque nous avons un contrat à prix fixe, et il ne faut évidemment pas attendre que ce contrat se termine pour prendre les devants, mais continuer dans cette logique-là. Et puis par ailleurs, il y a peut-être des moments où il faut organiser les choses autrement pour ne pas avoir à chauffer, notamment en ce qui concerne les horaires du personnel d'entretien, par exemple, lors des congés qui vont arriver à Toussaint. Sans doute qu'il y aura... Couper le chauffage. Couper le chauffage, en tout cas la première semaine. La deuxième semaine, il faudra le remettre à 15 degrés pour ne pas devoir... pour pas qu'il y ait des pannes. Voilà, exactement, et pour que l'école puisse reprendre dans des bonnes conditions. Donc tout ça, ce sont des réflexions qui se sont faites sur le long terme, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et par ailleurs, on pousse aussi évidemment les écoles elles-mêmes, le personnel, les enfants, à changer les habitudes, à porter un pull, enfin... Vraiment, un changement d'habitude, c'est quelque chose qui prend du temps et auquel il faut absolument s'atteler pour pouvoir minimiser les factures d'énergie. Mais est-ce que ça va suffire de demander aux enfants de mettre un pull Je vous vois faire non de la tête. Il ne faut pas s'en cacher. Un certain nombre d'écoles seront vraiment en difficulté par cette augmentation. Beaucoup un vieux bâti aussi qui est un isolé. Donc je pense qu'on a bien compris le débat. Les écoles qui ont des contrats fixes s'en sortent mieux. Les écoles qui ont développé une politique d'économie d'énergie s'en sortent mieux. Celles qui n'ont pas développé ce type de politique seront plus en difficulté. Cela dit, pour tout le monde, les frais de chauffage dans une école, à l'échelle du budget de l'école, c'est quelque chose d'extrêmement considérable. Et lorsque ces budgets explosent, fatalement, ça impose de faire un certain nombre de choix dans l'allocation des budgets. On ne va pas dire le contraire, c'est comme ça. Surtout qu'en plus, normalement, la seule mesure Covid qui reste, c'est qu'il faut aérer ouvrir grand les fenêtres entre chaque cours. Hein. Donc là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tellement compatible avec les économies d'énergie. Karim Fadou. Oui, parce qu'en plus, il y a bâtiments scolaires et bâtiments scolaires. Il y a des bâtiments, les nouveaux, les tout récents, qui répondent aux normes au niveau énergétique, sont super bien isolés, ultra modernes. Et puis, il y a des bâtiments, vous en avez aussi à la ville de Bruxelles, qui sont centenaires. Je pense notamment à l'école de la rue Saint-Guilain, dessinée par Victor Horta, je dirais, qui est classée en plus. On ne peut pas y faire n'importe quoi, on ne peut pas l'isoler comme on veut, comme on isolerait un bâtiment privé. Comment est-ce qu'on fait justement avec des différences en termes de facture? Un bâtiment récent, forcément la facture visiblement est moins importante. Dans des bâtiments anciens, Cato, Adolphin, etc. Là, c'est des vieux bâtiments, souvent des passoires énergétiques, même si on les a isolés. Là, il y a une différence en termes de coût. Le pire, c'est les bâtiments des années 60. Oui. C'est bien plus grave que dans les bâtiments historiques. Donc, comme je l'ai dit, on s'est attelé à un plan depuis 12 ans maintenant exactement, et on a consommé 38% d'énergie en moins. C'est quand même considérable. C'est un budget global pour toutes les écoles. Bien sûr. Donc, nous, on ne fonctionne pas un seul PO école par école, mais par contre, on a fait un audit très sérieux il y a 12 ans pour voir quelles étaient les passoires, avec un suivi tout à fait précis
de la consommation de chacun des bâtiments, et puis des travaux ont été effectués dans ces bâtiments pour les rendre moins énergivores. Et ça marche. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, ne se fait pas du jour au lendemain, donc il est absolument indispensable, comme pour tous les sujets qu'on a abordés au fond, d'anticiper et d'y mettre les moyens. Mais les investissements ont déjà été amortis ou pas encore ? Bon, ça s'amortit sur 10 ans, 20 ans, donc, oui, effectivement. Donc, on a consenti à mettre des moyens dans notre budget extraordinaire sur des économies d'énergie dans les écoles, parce qu'on sait que ce sont les milieux les plus énergivores. Dans l'enseignement catholique, le PO de certaines écoles ne va pas prendre en charge les déficits énergétiques d'écoles d'autres PO, je suppose. Les choses sont bien cloisonnées. Ça, en effet, les calculs se font par PO. Cela dit, il y a un PO à plusieurs écoles, souvent. Oui, parfois, un PO à plusieurs écoles, ça dépend. Hein, donc, tout existe comme situation dans l'enseignement catholique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis on n'est pas nulle part non plus. Hein, donc, depuis de nombreuses années, il existe ce qu'on appelle le programme prioritaire de travaux. Pour faire simple, c'est un programme de financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a permis à un grand nombre d'écoles de changer les châssis, de changer les chaudières, d'isoler les toitures, etc. Donc, il y a quand même des progrès significatifs qui ont été réalisés, mais pas partout. Et enfin, vous avez raison de suggérer qu'il y ait une certaine adaptation des comportements. Moi, je pense qu'on est dans une situation où les conditions sont remplies pour que chacun se demande, mais au fond, vous l'avez dit, hein, est-ce qu'on ne doit pas réduire un peu la température ambiante, est-ce qu'on ne sait pas vivre à 19 degrés, comment est-ce qu'on aère, ça va devenir une vraie question, vous l'avez dit, etc. Les lumières, tout le temps. Il y a des endroits où ça ne va pas. Bon, dans nos domiciles, ce n'est pas toujours l'idéal non plus, il faut être franc. Hein. Donc, ce qui est compliqué dans les domiciles privés est encore beaucoup, beaucoup plus compliqué dans le cas d'une école. Je le dis comme ça parce que c'est comme ça tout le monde comprend. Alors voilà, ça c'était pour les nouveaux défis finalement de l'école. Et puis alors il y a un défi qui revient chaque année, qui est toujours le même, c'est celui de la pénurie des professeurs. La pénurie des enseignants. On en parle tout le temps. On a des élèves qui n'ont pas de cours de néerlandais ou de mathématiques pendant plusieurs mois. C'est quelque chose qu'on voit à gauche et à droite. On est allé voir en cette rentrée au collège Matteo Ricci comment ça se passe. C'est un reportage de Maël Arnoldissen, Paolo Kuhn et Stéphanie Mira. Donc je veux que vous ayez votre cours dans un classeur avec des feuilles quadrillées. Je vais vous montrer le genre de carreau que j'attends. Premier cours de maths de l'année pour cette classe de 4e secondaire. Olivier, le professeur, exerce ce métier depuis plusieurs années, même s'il ne se prédestinait pas à enseigner. Il est ingénieur commercial de formation. J'ai voulu quitter le monde du privé. J'ai postulé chez Teach for Belgium, qui est une ASBL qui recrute des professeurs a priori sans titre pédagogique, qui les forment pour les placer dans des écoles où il manque des enseignants. Donc on a une première formation qui nous permet de débarquer en classe avec un petit bagage malgré tout. Ce type de profil moins traditionnel mais non moins compétent est de plus en plus courant. Chaque année dans cette école, former une équipe complète d'enseignants n'est pas évident. En 12 années d'expérience, j'ai pu constater que c'est plus difficile qu'avant. Je pense qu'il y a moins de diplômés aussi, que les hautes écoles diplôment moins. Le métier intéresse peu, le métier est difficile, le métier est exigeant avec une sécurité d'emploi précaire. Il y a la reconnaissance. Je pense que dans la société, le professeur n'est pas estimé ou pas suffisamment. Autre cas de figure, cette professeure de néerlandais qui a obtenu son diplôme aux Pays-Bas, il n'est pas forcément reconnu chez nous. On peut être engagé, mais en titre pénurique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas payé comme nos collègues et on n'a pas les mêmes assurances, la même sécurité de travail. Après avoir passé un certificat d'aptitude pédagogique belge, elle vient finalement d'être recrutée dans cette école. La professeure a pourtant plus de 10 ans d'expérience chez nous et le manque d'enseignants se fait sentir. On continue pour les élèves parce qu'on aime notre métier, mais si on prend un peu de recul et on regarde la situation, c'est vraiment dur à vivre par moment, oui. Pour cette rentrée, la directrice a finalement réussi à composer une équipe pédagogique quasi complète. Il manque encore un professeur de musique. Voilà, un professeur de musique, elle s'en sort encore assez bien par rapport à d'autres écoles. Aurore Pénois, en regardant ce reportage, vous voyez soulever les sourcils d'étonnement, une réaction ? Je me dis, j'ai l'impression que quand moi-même j'étais il y a une vingtaine d'années au cours, c'était déjà le même problème. En fait, on trouvait difficilement des remplacements. Bon, j'étais en Wallonie, mais c'est la même situation à Bruxelles. J'ai des amis professeurs qui me disent qu'effectivement le manque de considération, mais parfois même par leur propre direction, le manque de flexibilité, c'est vraiment un métier qui ne donne pas envie. Alors
que, je vous vois tiquer un peu, alors que finalement c'est un excellent métier et qui tente de plus en plus des gens qui se remettent là-dedans. Mais il y a beaucoup de barrières, que ce soit... Alors c'est intéressant de voir cet exemple avec ce jeune homme justement qui devient professeur. Peut-être qu'il faut plus d'initiatives qui vont permettre d'aller chercher des experts et d'aller chercher peut-être des personnes qui travaillent mais qui potentiellement, en faisant un partenariat peut-être avec des sociétés privées, peuvent amener quelque chose aux élèves, je pense aux mathématiques ou à autre chose, en tout cas pour pallier dans un premier temps, avant d'amener une situation peut-être plus profonde. Étienne Michel, est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus compliqué, ou on est dans une sorte de statu quo long cours? Moi, je pense qu'il faut d'abord dire dans ce débat-là qu'il y a des dimensions conjoncturelles à ce problème et des dimensions structurelles à ce problème. Les dimensions conjoncturelles, chacun les connaît, c'est en cours d'année, en général au début de l'hiver, est-ce qu'il va y avoir des épidémies de grippe, parfois plus graves, l'épidémie de Covid. Ça a une incidence directe sur le nombre d'enseignants disponibles et c'est à ce moment-là de l'année que ces problèmes de pénurie sont les plus graves. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. C'est vrai qu'il y a aussi un problème, une dimension structurelle à ce problème, notamment, on le sait, pour certaines fonctions. Vous avez cité, je crois, tout à l'heure, les profs de langue. C'est exact, une pénurie structurelle de profs de langue. Aussi dans tout ce qui relève des cours de pratique professionnelle dans l'enseignement qualifiant. Il y a beaucoup de pénuries aussi. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut réfléchir à cela dans une dimension prospective? Je dirais, pour moi, la première idée à retenir, c'est qu'il y a une évolution de la manière dont les carrières se construisent. À la fin des années 50, chacun rentrait dans un travail en se disant « et je vais rentrer dans une entreprise et y faire toute ma carrière ». Ça, c'est complètement fini. Les jeunes générations, elles rentrent dans un travail, elles font 5-6 ans et puis elles vont faire une autre expérience. Le problème, c'est que dans l'enseignement, tout le système statutaire est conçu sur un autre paradigme. C'est que le système des statuts de l'enseignement reste construit sur l'idée que vous allez faire toute votre carrière dans l'enseignement et que au bout du bout, vous serez bien payé, au bout du bout, vous aurez une bonne pension, au bout du bout, vous aurez des conditions de fin de carrière favorables, etc. Donc, il faut avoir une réflexion à ce niveau-là. Il faut aussi avoir une réflexion, d'une certaine manière, je viens de le dire, sur la mobilité entre les secteurs d'activité. Ça doit devenir normal de rentrer dans l'enseignement, mais aussi d'en sortir. Ça doit devenir normal de commencer sa carrière dans le secteur privé et de le continuer dans le secteur de l'enseignement. Quand je dis secteur privé, ça peut être le secteur public aussi, mais enfin dans d'autres secteurs d'activité. Alors il faut pouvoir valoriser une certaine ancienneté et expérience, parce que quelqu'un qui recommence au bas de l'échelle alors qu'il a bossé 20 ans, donc il faut pouvoir valoriser suffisamment l'expérience et l'ancienneté acquise dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, ces règles sont trop rigides, sont trop strictes, etc. Et alors le dernier point, c'est évidemment la logique de titre. Dans votre bon reportage, on n'a entendu parler que de titres. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui est hyper, je vais utiliser un gros mot, hyper régulé. Donc, on a un décret comme ça, totalement illisible, sur les titres et fonctions. Et donc, les conditions d'accès à la fonction d'enseignement sont simplement beaucoup trop rigides et totalement inadaptées à un contexte de pénurie. Je ne sais pas le dire plus simplement. Le ministre flamand Ben Waits, dans la presse cette semaine, plaidait pour des flexi-jobs dans l'enseignement. Donc des gens qui ont un autre boulot et qui viendraient travailler dans l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? C'est une pratique qui existe déjà dans l'enseignement supérieur, donc on pourrait éventuellement s'en inspirer. Mais je voulais juste dire que je partage en partie l'analyse que vous avez faite, notamment en termes de reconversion. Donc on constate effectivement que beaucoup de gens ont eu une expérience dans le privé et puis ont envie de se reconvertir. Et donc nous avons organisé à la Haute École Francisco Ferrer une formation spécifique pour ces gens qui veulent se reconvertir et rejoindre le rang des enseignants. Et ça marche plutôt bien. Et ils restent sur la longueur? Les 3 ans. Donc, d'abord, ils ont évidemment une formation en cours du soir qui doit être suivie, qui leur permet d'accéder au titre, parce que qui dit, évidemment, le bon titre dit une meilleure rémunération. Ça, c'est quelque chose dont il faut bien sûr tenir compte. Et ça marche. Donc, il y a pas mal de gens qui ont 10-15 ans d'expérience dans le privé et qui ont envie de réorienter leur carrière. Et c'est évidemment une bonne chose. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi
travailler sur l'image de l'enseignant. Parce que, comme ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, c'est un métier qui semble de plus en plus dévalorisé. Or, c'est un métier merveilleux et c'est le rôle, évidemment, de la société tout entière, hein, pas de l'école seulement, que de considérer que ce métier est un beau métier et qu'il mérite évidemment qu'on s'y lance. Ouais, comment est-ce qu'on revalorise ce métier-là? Vous avez des pistes? Je pense que les pouvoirs organisateurs doivent évidemment d'abord les mettre dans les conditions pour mieux réussir leur métier. Donc qu'il y ait des accueils, qu'il y ait des explications sur la manière dont l'enseignement fonctionne. Et donc aider des tuteurs aussi. Hein. Les anciens enseignants sont tout à fait disposés, parce qu'ils sont chevronnés, à partager leur expérience avec des plus jeunes. Donc tout ça, ce sont des dispositifs qui peuvent être mis en place et qui portent leurs fruits. J'ai demandé les chiffres avant-hier pour ce qui est de la ville de Bruxelles. On a 98,5% des périodes qui sont attribuées. Il en reste tout de même 1,5%. Et ce sont effectivement les profs de néerlandais pour lesquels on a énormément de difficultés. Alors, on a mis en place une collaboration avec la Erasmus Hogeschool pour former des profs bilingues. Et on espère évidemment par ce biais pallier la difficulté devant laquelle nous sommes. On revient à notre tout début d'émission, qui était la disparité des calendriers scolaires, et c'est effectivement plus compliqué, évidemment, d'attirer des professeurs bilingues dans les écoles. Est-ce qu'il y a encore un élément sur ce point pour conclure cette émission, Karim Fadoul? Mais parce que c'est un problème qu'on connaît aussi chez nos voisins français. Cette semaine, le ministre de l'Éducation nationale en France a rappelé quasiment sur toutes les antennes qu'il y avait un problème, une grosse difficulté au niveau de la pénurie d'enseignants, et que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Il est très ancien. L'excellente émission Quotidien de Yann Barthès a retrouvé des archives qui ramènent très loin en arrière, et la difficulté des responsables d'établissement, c'est toujours il nous manque des enseignants, il nous manque des enseignants, il nous manque des enseignants. Donc c'est un problème qui est récurrent. Voilà, donc le vécu d'Aurore était effectivement remonte encore plus longtemps. On va s'arrêter ici parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je crois qu'on va rester sur ce mot de la fin là, qui est de dire, voilà, c'est encore un problème qui reste, il va falloir y travailler, en plus des nouveaux défis dont on a parlé tout au long de l'émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission.